Bienvenue chez Équilibre, le podcast dédié à toutes les femmes en quête de bien-être. Nous explorons les multiples facettes de la féminité, de la nutrition à la beauté, en passant par le bien-être mental et physique. Rencontre des experts de la santé, des coachs, des femmes inspirantes qui partageront leurs conseils, leurs expériences et leurs histoires pour t'accompagner dans ton parcours vers l'équilibre. Prépare-toi à être inspiré, informé et motivé à prendre soin de toi à chaque étape de ta vie. Bonjour et bienvenue sur ce podcast sur lequel nous allons traiter des troubles alimentaires. Et pour traiter de ce sujet très important, j'ai l'immense honneur d'accueillir Fanta Dibassi. Bonsoir Fanta. Bonsoir Myrène. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, contente d'être avec toi ce soir. Écoute, le plaisir est largement partagé. Avant que nous puissions commencer à échanger sur cette thématique, je voulais te proposer de te présenter d'abord pour que nos auditeurs puissent savoir qui tu es et ce que tu fais. Avec plaisir. Alors, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Fanta Dibassi, je suis psychologue clinicienne et également psychosociologue. C'est-à-dire que je m'intéresse à l'individu dans son essence et sa globalité. L'essence, c'est notre personnalité de base avec laquelle on est arrivé en ce monde, et la globalité, c'est ce que notre environnement nous a apporté, et avant cela, l'éducation de nos parents, notre culture, la société, et puis voilà, on façonne notre identité, et c'est mon objet d'intérêt, donc j'apprends à découvrir les êtres humains et je les accompagne pour cheminer vers un bien-être intérieur. C'est un métier d'utilité publique et qui en plus est passionnant. Je te remercie Fanta pour cette présentation. Merci beaucoup. Je trouve aussi, avec plaisir. Je trouve aussi que finalement, c'est aussi pour ça qu'on t'a proposé de faire cette séquence ensemble, c'est que nous avons une vision holistique en fait des choses, de la santé et du bien-être chez Équilibre. Et finalement, ton approche de psychologue est similaire à la nôtre puisque tu parlais aussi bien de l'essence, de ce qui était inné et finalement après de l'acquis. Je te rejoins. Pour moi, c'est capital d'accompagner des patients avec ce point de vue holistique, prendre en compte leur identité, comment ils pensent, la culture à laquelle ils appartiennent, leur spiritualité, en globalité. Ouais, c'est top. Ouais. Écoute, on se rejoint complètement. Alors, du coup, sur notre thème du jour, comme je l'annonçais en préambule, donc nous allons traiter des troubles alimentaires, plus communément appelés TCA. Et j'ai quelques statistiques, Fanta, et une qui m'a surprise, à vrai dire, en préparant ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a plus d'1 million de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et je te laisserai citer et rentrer dans le détail de ces différents troubles. Il y en a qui sont plus connus comme l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie, mais il y en a beaucoup d'autres aussi que tu nous as cités en préparant cela. Et j'ai également noté une autre statistique importante, c'est que ces maladies, elles touchent essentiellement les jeunes femmes, et souvent dès l'adolescence. Effectivement. Le trouble du comportement alimentaire, c'est une pratique alimentaire qui est associée à une grande souffrance psychique. Et malheureusement, les conséquences sur la santé d'un individu peuvent être très très graves. Et comme tu le soulignes très bien, Myrène, les troubles du comportement alimentaire touchent largement beaucoup plus les femmes. 80% des troubles alimentaires touchent les femmes, aussi les hommes, de plus en plus. Et c'est très 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 important d'en parler. Effectivement. D'accord. Et du coup, tu disais que ça venait essentiellement, la source de cette maladie, elle était psychique finalement. C'est bien ça. C'est aussi la raison pour laquelle on la traite aujourd'hui sous l'angle de la psychologie. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Bien sûr. Alors, l'origine des TCA, c'est quelque chose de multifactoriel. Donc, il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité. Il y a le terrain génétique ou biologique qui rentre en compte. Il y a aussi, bien entendu, la qualité de vie de la personne. Donc, la manière dont on mange, notre environnement, ça joue énormément. Et puis, bien sûr, tous les déséquilibres psychiques. C'est-à-dire que plus on est vulnérable sur le plan psychologique, plus on a de chances de tomber dans ces troubles-là.
par exemple, en séance avec mes patients, la plupart de mes patients qui ont développé ces troubles-là, au départ, ils étaient très anxieux, ou bien en dépression. En tout cas, il y avait un mal-être intérieur, une mauvaise estime de soi, qui a conduit à développer les TCA. Donc effectivement, le terrain humain, il compte énormément. D'accord. Et Alors, oui. du coup, une petite question, Fanta, si je puis me permettre de t'interrompre un petit peu. En gros, je vais prendre l'anorexie ou la boulimie parce que c'est ce qui est le plus courant et c'est ce qu'on connaît le plus quand on n'est pas un professionnel de la santé. Une personne ne peut pas être ou devenir anorexique si elle n'a pas un de ces facteurs que tu viens de citer en amont, à savoir la dépression ou autre. Tu peux pas te lever un matin et te dire tiens, je me trouve grosse devant une glace et finalement je vais arrêter de manger ou manger qu'une feuille de salade par jour pour me sentir mieux dans ma peau et dans ma tête, quoi. Alors, en règle générale, non, mais ça peut arriver dans le sens où il y aura toujours un facteur. Par exemple, si c'est pas le facteur psychique, c'est-à-dire s'il n'y a pas une faible estime de soi ou s'il n'y a pas une dépression, il y a une anxiété, ça peut être. Je cite un exemple. J'avais une patiente qui a déménagé, qui a quitté un pays pour arriver en France, et lorsqu'elle est arrivée, elle a fait face à un choc culturel où son corps, pour elle, en tout cas dans sa pensée, n'était pas adapté aux normes du pays. Donc petit à petit, elle s'est dit je vais faire un régime, et puis petit à petit, de manière très insidieuse, le TCA s'est installé. Donc la plupart du temps, ça commence par, on va dire, c'est une forme de choc finalement. Exactement, il y a une forme de choc. En tout cas, de ce qu'elle me dit, de ce que me dit la famille, etc., lorsqu'elle était dans son pays d'origine, tout allait bien pour elle. Mais c'est sûr à 100% qu'il y avait une mauvaise connaissance de soi, peut-être. De base, un manque de confiance. C'est ce que j'allais dire, peut-être une estime de soi qui n'était pas au top et qui lui a pas permis finalement de faire front à ce gros changement culturel. Et c'est pour ça qu'elle a la faille en fait s'est creusée et elle est tombée malheureusement dans ce type de maladie. Exactement, tout à fait. Donc il n'y a pas eu la phase dépression, anxiété, mais comme tu le dis bien, il y avait quelque chose, il y avait un terrain psychique, mais c'est important pourquoi je souligne, parce que comme ce trouble, il s'installe de manière très insidieuse. Pour certains troubles, la famille ne le remarque même pas parce qu'on n'en parle pas assez, ou il y a beaucoup de tabous autour. Et du coup, on ne peut tomber dans ce trouble sans même s'en rendre compte. On se dit c'est bon, je suis pas en dépression, c'est bon, j'ai pas d'anxiété, c'est bon, tout va bien. Alors que peut-être il y a quelque chose qui est inconscient chez nous et qui va jouer dans l'apparition de ce trouble-là. D'accord. Donc, en tout cas, je comprends bien que c'est systématique ou quasi systématique, que pour tomber dans un de ces troubles, il faut qu'on ait une faille, que ce soit au niveau de l'estime de soi ou une dépression ou toutes les choses que tu viens de citer, un terrain favorable, on va dire, parmi ces causes-là. Et c'est la raison pour laquelle finalement on tombe dessus. Je voulais juste faire un parallèle par rapport à l'exemple de cette patiente que tu prenais. J'avais lu aussi que l'influence dans les facteurs de risque, l'influence des réseaux sociaux et de l'image corporelle était un facteur majeur, et que ça avait aussi accentué ce type de maladie. Ça rejoint un petit peu, je trouve, tu sais, l'exemple de ta patiente qui est arrivée dans un autre pays où il y avait d'autres normes autour du corps et de tout ce qui va avec, et du coup elle ne s'est plus sentie à sa place de ce point de vue-là. Et finalement, est-ce que on peut faire un parallèle avec toutes ces filles qui regardent finalement Instagram, avec toutes les photos photoshopées, tous ces mannequins ultra fines, qu'ils sont vraiment pas d'ailleurs, puisqu'encore une fois, on sait qu'il y a beaucoup de retouches et que c'est pas forcément la vraie vie, et que elle aussi, surtout à l'âge de l'adolescence où on se cherche, on a tous ces changements hormonaux qui se passent en nous et on n'a pas forcément toujours confiance en soi. Du coup, c'est un facteur aggravant pour tomber aussi dans ce type de maladie finalement. Je te rejoins complètement, Mylène. Je te rejoins complètement. En effet, en plus, tu soulignes un point important parce que tu parles de l'adolescence, et dans la grande majorité des cas, le trouble démarre à l'adolescence, chez les femmes et aussi chez les hommes. Et parce que, comme tu dis, il y a le changement du corps, il y a les hormones, etc. Donc, c'est très important de parler de ça. Et comme tu le dis, bien sûr, la société, les réseaux sociaux, les médias, la culture jouent un rôle déterminant dans la création et le maintien de ces troubles. Je dis bien la création et le maintien, c'est-à-dire qu'ils entretiennent aussi le trouble. Par exemple, avec les smartphones,
il est très facile de retoucher les photos. On voit aussi pas mal de publicités autour de régimes miracles, de poudres miracles, de produits amincissants, etc. On met en avant des corps de femmes qui sont très très loin de la norme. Et puis donc voilà, donc il y a le culte autour de la minceur qui est synonyme de bonheur et de réussite, qui malheureusement va beaucoup influencer. Donc la mode, l'industrie de la beauté, ça peut générer chez ces jeunes filles, ces femmes, un sentiment d'insuffisance chez elles. Et tous les stéréotypes. On assigne beaucoup les femmes à des rôles spécifiques. Ces femmes-là, une femme doit prendre soin d'elle, elle doit aussi parfois être un objet de désir, etc. Et ça peut renforcer les pressions liées à l'apparence physique chez la femme. D'accord. En plus de donner une charge mentale supplémentaire pour aller sur un autre sujet qu'on a déjà traité. Alors, du coup, j'avais aussi noté, et ça m'avait vraiment, j'ai été prise d'effroi en lisant cela, parce que je suis aussi maman par ailleurs et que ça touche, voilà, beaucoup on l'a dit, cette maladie touche les gens à partir de l'adolescence. J'ai lu, Fanta, que l'anorexie mentale est le trouble psychiatrique qui a la mortalité la plus élevée, avec un risque de décès 5 à 10 fois supérieur à celui de la population en général. C'est... exactement. J'ai même pas les mots, en fait. C'est édifiant, en fait. Je te rejoins complètement. C'est des chiffres qui font peur. C'est vrai. C'est vrai que l'anorexie, c'est la pathologie psychiatrique la plus mortelle. Ouais. C'est lié à la dénutrition. Ça conduit à des problématiques cardiaques. Il y a aussi le suicide qui rentre dans les chiffres. Beaucoup de jeunes femmes se suicident et ça fait gonfler les chiffres. Donc effectivement, ça se fait froid dans le dos. Là, je t'entends en parler, j'ai plein de frissons et oui, clairement, c'est effectivement. Donc ça, c'est pour l'anorexie. Donc est-ce que l'anorexie, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on allait un petit peu lister les différentes maladies, l'anorexie, donc du coup, est-ce que c'est la première maladie dans les TCA ? Oui. Donc on peut parler. Donc on a des TCA. On a 3 grands troubles du comportement alimentaire qui sont connus en général: l'anorexie mentale, la boulimie et la dysphagie. Donc l'anorexie mentale, il s'agit d'une patiente, par exemple. Moi, je parle de patients, donc je visualise mes patients qui vont d'une personne qui va restreindre sa manière de manger et qui va avoir une perte de poids très 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 significative. Et malheureusement, l'anorexie mentale, elle se caractérise par une peur très 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 intense de devenir gros, malgré une maigreur apparente. C'est-à-dire que la personne, elle souffre de dysmorphobie parce que elle pense, la dysmorphobie. Le reflet de son image n'est pas la réalité, en fait. C'est ça que je comprends. En fait, elle fait peut-être une taille 34, 32, tellement elle est mince, mais elle se voit comme si elle faisait du 42. Exactement. Si je comprends bien. C'est exactement ça. Exactement ça, Myriam. Exactement. Donc il y a le lien à l'image du corps est altéré. Donc ça, c'est très très important. Donc c'est des personnes qui vont parfois aussi énormément jeûner, qui vont faire de l'exercice physique excessif, pas tous, mais pour beaucoup, avec parfois pas certains patients, certains malades peuvent aussi on va dire manger de manière presque boulimique. On n'est pas dans la boulimie, et puis après ensuite se faire vomir, etc. Pour certaines. Mais du coup, c'est pas de la boulimie quand même. Pour certains. C'est-à-dire que on dit qu'il y a 2 types d'anorexie. Donc il y a l'anorexie la plus répandue, donc l'anorexie restrictive, et puis il y a l'anorexie avec crise de boulimie et vomissement. D'accord. Donc là, celle-ci, si je comprends bien, c'est des phases en fait. C'est d'abord une phase de privation, puis après une grosse envie de manger, donc du mal à se réfréner parce que une longue période de disette. Et puis une fois qu'on a mangé, on se sent mal d'avoir mangé tout ça et on pense qu'on va prendre 20 kilos, etc. Et boum, on va se faire vomir. C'est exactement ça, Myriam. Exactement ça. D'accord. Voilà. Et j'aime bien comment tu l'expliques, parce que du coup, ça nous permet de faire le lien avec la boulimie. On ne confond pas, parce que pour le boulimique, il n'y a pas de phase. Donc, c'est boulimique, le vrai, lui, il fait que manger. Je veux dire, il n'y a pas la phase de disette, en fait, où la femme son corps. Exactement. Le boulimique, il va compenser en allant se faire vomir. D'accord. Et donc, les boulimiques se font vomir tous les jours ? Pas tous. On
on va considérer un malade comme boulimique s'il le fait au moins 2 fois par semaine. D'accord. Au moins 2 fois par semaine. Et contrairement à l'anorexique, Fanta, l'anorexique, on est d'accord, c'est quasiment systématique qu'il est mince, voire maigre, voire très maigre du fait de cette privation de nourriture. Le boulimique, il est du coup pas forcément mince ou maigre. Exactement. S'il se fait vomir tous les jours ou pas, forcément, il peut même être en surpoids peut-être aussi. Exactement. Ils peuvent afficher des poids normaux. Ils peuvent être en surpoids, ils peuvent être en sous-poids, et c'est pour ça que la boulimie, elle peut passer inaperçue, alors que l'anorexie mentale, en général, non. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est beaucoup plus difficile à détecter. Exactement. Parce que de ce que j'ai vu, moi, des films que je voyais quand j'étais moi-même jeune adolescente, il y avait des séries comme ça, des feuilletons, où il y avait ce genre de maladie qui était mise en scène. Et effectivement, les gens vont vomir en cachette, quoi. Donc du coup, ça se voit pas. Enfin, si tu perds pas de poids, ça se voit pas forcément, quoi. Exactement. Et il est là le danger parce que, comme tu le dis, on les remarque pas. Et puis ils se cachent lorsqu'ils ont des crises de boulimie. Les personnes qui sont atteintes de ce trouble se cachent. Et puis elles vont ingérer des volumes alimentaires extrêmement grandes, vraiment des volumes très grands. Vraiment en moins de 2 heures, et de manière très compulsive et ritualisée. D'accord. Et après, donc, l'état mental, c'est aussi des personnes qui se sentent mal, qui ont un sentiment de honte, de culpabilité, de perte de contrôle, et elles sont tellement dures avec elles-mêmes, tellement. Ouais, elles s'en veulent, elles se sentent des sous-hommes ou sous-femmes, quoi, pour pas dire de choses un peu plus vulgaires ou grossières, mais une image détériorée de leur personne, quoi, finalement. Exactement. C'est sans vouloir de pas réussir à être dans le contrôle. C'est de ça, moi, que j'avais surtout entendu parler, quoi. C'est-à-dire, c'est se sentir faible de craquer, se sentir faible de pas pouvoir résister face à la nourriture. C'est ça. Et du coup, ça alimente ce sentiment finalement de sous-estime de soi. C'est exactement ça, Myriam. C'est exactement ça. Et pour les boulimiques, Fanta, du coup, le danger, alors pour la personne malade atteinte d'anorexie, on l'a dit, le constat peut être édifiant puisque ça peut aller jusqu'à la mort. Et même si ça va pas jusque là, il y a des carences certaines, en tout point de vue, puisque le corps n'est pas nourri correctement. Pour le boulimique, quelles sont les conséquences concrètes? Alors, les conséquences pour la santé du boulimique, c'est que finalement, à force de se faire vomir, l'œsophage, la trachée peuvent être abîmés, déjà. Et puis, les boulimiques... Les dents aussi. Pardon? Les dents aussi, avec l'acide... Les dents, effectivement, Mylène. Et puis aussi, souvent, les boulimiques vont prendre des laxatifs, certains médicaments, pour tout éliminer. Donc, d'accord, c'est pas forcément par boulimie, en fait. D'accord. Ouais. Beaucoup aussi vont prendre du cannabis, etc. Et tout ça vient gonfler les chiffres sur la désaltération de la santé. Quel rapport avec le cannabis pour le coup que recherche la personne boulimique dans le cannabis? Comme tu le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui ont tellement honte, qui ont un sentiment de culpabilité tellement fort, qu'ils ont tellement l'impression de perdre le contrôle qu'elles veulent oublier. Elles veulent passer à autre chose. Elle recherche un pseudo bien-être. Ça n'avait rien à voir avec le fait. Non, parce que j'étais restée sur ou se vomir ou prendre des laxatifs. Donc du coup, je me suis dit attends, quel est le. Mais non, oui, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, Mylène, parce que le fait de prendre du cannabis ou autre substance, pas que, pour certains patients, ça peut altérer leur fonction cognitive, et du coup, ça entraîne des risques pour la santé gravissimes. Ouais. D'accord. Donc oui, ça reste lié à la santé, pour certains. D'accord. Oui. Et puis, c'est aussi des personnes qui vont avoir des carences au niveau nutritif, parce que quand un boulimique ingère, il ingère, mais vraiment de tout. Ça peut être beaucoup de choses grasses, ça peut être du gazeux, ça peut être énormément d'aliments sucrés. T'imagines des dégâts pour le corps et la santé. Ouais, carrément. C'est sûr. D'accord. Et du coup, après la boulimie, tu parlais je crois que tu as parlé de l'hyperphagie. L'hyperphagie, oui, c'est ça. Donc l'hyperphagie, c'est aussi une maladie qui est assez connue, j'imagine, en tout cas dans le monde des professionnels de la santé. Donc elle se présente sous la forme, encore une fois, de crise de boulimie incontrôlée récurrente. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de comportement compensatoire.
comme le fait d'aller se faire vomir, de prendre des laxatifs. Il y a pas tout ça. D'accord. Donc en fait, c'est les mêmes crises, je dirais l'envie de manger de manière compulsive qu'un boulimique, sauf que celui-ci ne va pas se faire vomir et ne va pas chercher à perdre ce qu'il a, à compenser ce qu'il a mangé. Donc potentiellement, ce sont des personnes en surpoids, les personnes atteintes d'hyperphagie. Exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Oui, D'accord. parce qu'elles mangent de grandes quantités de nourriture. Et elles ressentent pas la sensation de faim. Pas pour tous les patients, mais De satiété, tu veux dire, ou de de faim? satiété. De satiété. Ouais. Ouais, de satiété. Et puis, elles peuvent, comme je voulais dire deux choses en même temps, et elles peuvent aussi manger d'une manière extrêmement, voilà, ingérer énormément de nourriture en l'absence de sensation de faim. Ça veut dire qu'elles n'ont pas faim, mais elles vont mangent quand manger. même. Et puis, effectivement, elles ne ressentent pas la satiété, dans les deux sens. D'accord. Et là, c'est bien la preuve, s'il en fallait, on parle bien d'abord de troubles psychiques avant autre chose, parce que sinon, qui mangerait sans avoir faim? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, autant avoir un appétit, voilà, on n'a pas tous la même taille d'estomac, etc. Donc on a plus ou moins un appétit différent. Autant manger sans faim. Enfin, surtout, on peut tous manger sans faim par habitude ou parce qu'on est en société et que voilà, quelqu'un met des choses à grignoter, c'est pas dans nos habitudes, mais voilà, par mimétisme, finalement, on picore. Mais ça c'est de l'ordre de l'exceptionnel, etc. Mais là, on parlait finalement d'un état des faits récurrents. Et du coup, s'il n'y avait pas, voilà, un trouble ou autre chose à combler, je pense qu'il est évident que personne ne mangerait sans faim. Je suis totalement d'accord avec toi, Myriam. Il y a forcément un trouble derrière, un trouble psychique. Et j'insiste pour nos auditeurs, vraiment, quand on dit trouble, n'imaginez pas directement le dépressif ou l'anxieux, etc. C'est un mal-être profond qui peut être intériorisé. Et parfois, la personne, elle a même pas conscience. Elle en a même pas conscience. Elle sait pas. Elle a l'impression que c'est de sa faute, qu'elle est nulle, qu'elle sait pas se contrôler. On en revient à ces mots profonds dont tu parles, parce que quelqu'un qui a l'impression qu'il est nul et qui s'en veut, c'est quand même, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un problème d'estime de soi, Exactement, de confiance en soi. Et ça, c'est un mal profond, c'est quelque chose de paralysant dans la vie des gens. Exactement. Mais le plus fou, malheureusement, c'est que certaines personnes ne s'en rendent pas compte, et c'est ça, c'est très triste. Oui. Ouais. Il peut y avoir un déni total, parce qu'elles se disent, bon, bah, ça va, j'y vais au travail, il y a ce mot, je suis pas en déprime, je suis pas, j'ai pas d'anxiété, alors que parfois c'est des personnes qui stressent énormément, mais elles ressentent plus parce que elles vivent avec ça au quotidien. En fait, c'est un genre, oui, stress. Finalement, elles sont dans un stress chronique avec une boule au ventre depuis tellement longtemps que ça fait partie d'eux. C'est ça, Myriam. C'est ça. Effectivement. Oui, c'est triste. Et ça me fait penser, tu vois, ce que tu dis au fait, au déni dans lequel et finalement ce que le cerveau il est capable de mettre en place, tu vois, pour nous aider à tenir le coup parfois dans certaines situations, plutôt que de faire face. Des fois, c'est plus facile de mettre la tête sous l'oreiller et sous la couette que de lever la tête et de prendre ses problèmes à bras le corps. Et je le dis de manière complètement neutre, hein, sans jugement ni d'un côté ni d'un autre, mais juste comme un état de fait, quoi. Effectivement, Myriam. Tu sais, une des choses que je dis toujours à mes patients, en général, je les félicite parce que venir en séance, décider de se prendre par la main, c'est vraiment pas une chose facile. Ça demande énormément de courage. Énormément. Tout à fait. De toute façon, moi j'ai une phrase aussi, Fanta, que je dis très souvent et que que j'ai eu l'occasion de dire pas mal de fois à mes collaborateurs dans le cadre du management, c'est le courage, c'est quand c'est difficile qu'il en faut, parce que si c'était facile, il n'y aurait pas besoin de courage finalement. Donc effectivement, quand on fait un grand pas comme ça, c'est à noter que c'est un grand courage et bravo à toutes ces personnes qui font le pas de vouloir prendre soin d'elles et d'avoir ce déclic et de se dire voilà, tel que c'est aujourd'hui, c'est pas bon, c'est pas cool, je reconnais que j'ai tel problème et je vais essayer d'y faire face. Et venir te voir toi ou aller voir n'importe quel professionnel de santé pour se prendre en main, c'est un pas immense, quoi, déjà. C'est déjà la conscientisation de son problème et c'est déjà le début de quelque chose, en fait. Exactement. Merci, Myrène, pour ce mot. C'est ça, le premier pas, en fait, le pas vers le soin de sa personne ou la guérison, c'est gagner en conscience de qui on est, pourquoi on fait les choses, d'avancer, d'essayer de déconstruire notre histoire, nos expériences. C'est ce qui nous permet d'avancer, effectivement.
Tout à fait. Ouais. Bah, du coup, là, on a vu les 3 principales maladies donc qu'on connaît, ou que le grand public connaît ou a déjà entendu parler d'une manière ou d'une autre. Tu nous avais dit lorsqu'on avait préparé ce podcast qu'il y en avait d'autres que tu souhaitais mettre en lumière, juste pour que les gens, pour sensibiliser finalement les gens, qui sont moins répandues, mais néanmoins qui existent et qui sont importantes. Oui, effectivement. Donc, je vais les citer rapidement, puis si tu as des questions, Myrène, puis on développera. Avec plaisir. D'accord. Donc, il y a également le myricisme. Donc, il s'agit d'une régurgitation ou d'une remastication des aliments. C'est-à-dire que le malade va ingérer de la nourriture, puis ensuite il va la régurgiter, et il va la mastiquer à nouveau, il va ruminer dans sa bouche, et puis il va ravaler encore. Alors, quand tu dis qu'il va régurgiter, moi personnellement, je projette tout ce que tu dis, bien évidemment. Et du coup, une fois que j'ai avalé, à part en vomissant, comment je peux régurgiter une deuxième fois ce que j'ai déjà avalé en fait? Oui, c'est une bonne question. C'est des personnes qui arrivent à le faire volontairement, c'est-à-dire que la nourriture, elle est en train de descendre, et puis ils vont avec un mouvement d'œsophage, hop, ils vont tout faire remonter. Et D'accord. ouais, on parle pas de vomissement, on parle de régurgitation ici. Et puis elles vont remastiquer en l'absence de nausée ou de sentiment de dégoût. Hein. D'accord. Et D'accord. bon, on peut se demander pourquoi elles font ça. D'accord, oui, c'était la question que j'allais te poser pour leur entacher. Oui, j'imagine. C'est l'objectif de tromper la frustration de faim. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui sont atteintes d'anorexie, ou souvent, ces personnes-là, mais ça veut pas, on peut être atteint de myricisme sans l'anorexie, mais souvent les patients atteints d'anorexie font cela pour se donner le sentiment de manger, de gommer la sensation de faim, etc. Oui. Et puis, c'est aussi une manière de vouloir garder le contrôle, parfois. Hein. Ouais, c'est une manière aussi pour certains de vouloir contrôler. D'accord. C'est impressionnant, tu vois, je connaissais pas du tout. Oui. Et surtout, il y a quelque chose qui est important, c'est que le myricisme, c'est un trouble du comportement alimentaire qui est lié à la notion de plaisir. Parce que la remontée volontaire de ces aliments, avec cette remontée-là, le patient, il va revivre, inconsciemment ou non, donc que je reprends ton terme, la satisfaction qu'elle a vécue lorsqu'elle les a ingérés. Ouais, il y a aussi ça qui est important de dire. Ouais. Ensuite, on a l'hyperphagie nocturne. Donc là, on a expliqué ce qu'était l'hyperphagie, mais là, la personne, elle va vivre avec des prises alimentaires non contrôlées, excessives, mais pendant la nuit. La nuit. Voilà. En fait, la personne dort, elle se lève elle se réveille pour aller manger. Exactement. Et parfois, ça peut se produire dans un état de demi-sommeil. Et parfois, la personne, elle n'est pas toujours consciente. Et quand elle se lève le matin, elle ne sait pas trop ce qu'elle a consommé. Elle va fouiller dans ses placards pour regarder ce qui manque et se dire, ah oui, je me suis réveillée, j'ai mangé ça. C'est fou, ça aussi. C'est demi-somnambule. Exactement. Donc là, c'est des personnes qui souvent, elles peuvent aussi être dans le déni, dans le déni de la pathologie. Et puis, ce qui est difficile parfois avec les TCA, comme c'est de la nourriture, les personnes, elles se sentent parfois... on revient sur l'estime de soi, mais elles vont se dire, mais quand même, c'est de la nourriture, j'arrive pas à me contrôler, mais je fais exprès. Ou bien, elles vont dans le déni, elles vont effacer. Non, mais c'est pas grave, je vais me reprendre. Elles se rendent pas compte qu'elles ont réellement besoin d'un accompagnement. Et est-ce que, Fanta, les personnes qui souffrent d'hyperphagie nocturne sont pas des personnes qui sont justement plus enclins à être dans ce fameux déni et que du coup, c'est plus facile pour elles de consommer ce qu'elles ont à consommer en n'ayant pas à l'assumer 100% devant une glace, quoi. Tu vois, dans le sens où, vu que c'est à moitié dans le sommeil, finalement, c'est un peu faute à bruit, un peu dans ce truc-là, tu vois, genre... comme c'est à demi vu, du coup c'est moins grave et puis c'est pas de ma faute, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Bravo, ouais. Tu serais pas psychologue, toi? Hélas non, mais c'est un métier qui m'aurait énormément plu, comme tu le sais. Oui, mais tu as totalement raison, exactement. C'est une manière aussi de se cacher, de se camoufler. Ou parfois c'est des personnes qui sont très 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 occupées pendant la journée et donc du coup elles ont pas trop le temps et donc elles vont créer ce comportement secondaire, mais même avec ces personnes-là, on va dire en apparence c'est comme ça, mais il y a une volonté de se cacher, il y a une volonté de rester dans le déni. D'accord.
C'est incroyable ce que le cerveau humain il est capable de faire. Si seulement on savait tous bien s'en servir, on serait dans un état de plénitude incroyable. Mhm. Je suis totalement d'accord. Ouais. Et puis ensuite, donc on a la potomanie. Donc c'est un trouble du comportement alimentaire qui se définit par un besoin irrépressible de boire en grande quantité. Donc principalement de l'eau, D'accord. parfois de l'alcool. Et c'est des personnes qui peuvent boire jusqu'à 10 litres par jour, voire davantage. Ah oui, d'accord. Oui, parce que au début, je me dis, bah alors boire, c'est bon pour la santé. Enfin, tant que c'était de l'eau, j'entends. Je dois boire, c'est bon pour la santé. Mais là, effectivement, jusqu'à 10 litres. Et puis là, pour en avoir déjà discuté avec Mariam, notre naturopathe préférée, n'est-ce pas, qui anime aussi ce podcast par ailleurs, je crois que c'est, elle va me taper sur les doigts si j'ai une bêtise, mais je crois que c'est au-dessus de 2 litres et demi, 3 litres par jour. C'est extrêmement dangereux, ne serait-ce que pour les reins. Donc 10 litres, j'ose même pas imaginer, quoi. Et voire davantage. Et surtout, parce qu'on peut se demander encore une fois pourquoi, ce trouble alimentaire, il s'inscrit dans une volonté de se purger, de vouloir se purifier, se nettoyer. Euh, euh, D'avoir pour objectif de se remplir l'estomac aussi, par moment, au maximum. Oui. Donc ça, c'est pour les patients qui sont atteints d'anorexie mentale. Ils se disent, on va remplir notre estomac au maximum pour supporter la sensation de faim. Ça peut être dans un deuxième cas. Donc un anorexique peut aussi être potomanie, oui, souffrir de potomanie, effectivement. Potomanie. Oui. Je remarque que l'anorexique, il est dans plein de cases. Hein. Ouais, tu vois. D'où les chiffres autour de l'anorexie mentale. Ouais, je comprends bien. Ouais, effectivement. Et puis, je voulais tellement en parler, il faut que j'en parle, etc. de l'orthorexie. Donc, alors, celui-là, il n'est pas inscrit dans le DSM-5, mais il y a de plus en plus de médecins psychiatres qui en parlent, de médecins tout court. Donc, ce trouble, c'est un trouble qui augmente énormément. Donc, on en a parlé pour la première fois vers 1997. Il me semble que c'est Steven Bratman qui en a parlé. Et donc, qu'est-ce que c'est l'orthorexie? C'est le fait de vouloir éliminer de son alimentation tout ce qui peut être considéré comme malsain. Donc, les matières grasses, l'hydrate de carbone, le sel, les produits industriels et préparés, les conservateurs. D'accord. Donc, alors là, c'est un peu comme la potomanie, c'était bien ça le terme, pardon? Oui, donc la potomanie, effectivement, oui, c'était ça ce qu'on avait au-dessus. C'est qu'à la base, boire de l'eau, c'est très bien, mais voilà, il n'y a de l'excès que dans l'excès, c'est un peu la même chose. Enlever tous les trucs industriels, l'excès de sucre, etc., c'est très bien, mais j'imagine que là, du coup, à nouveau, c'est à l'excès, c'est ça? Exactement, la personne, elle supprime. Parce que le sel, on en a besoin un peu de sucre, on a besoin un peu de matière grasse. La personne, elle supprime complètement. Elle mange quoi? Que des légumes? Elle va manger des légumes bio, cuits à la vapeur. En fait, comme tu le dis, ça part d'une très belle démarche. Au début, ces personnes-là, elles se disent, tiens, je vais manger sainement, etc. Et puis, comme tu dis, après, il y a un comportement excessif qui se met en place. Et donc, c'est des personnes souvent qui peuvent même avoir de l'angoisse et faire des crises d'angoisse quand elles sont face à des aliments qu'elles considèrent comme malsains. Et puis, si elles le touchent ou si elles sont trop près de ces aliments-là, elles vont ressentir comme un sentiment d'impureté. Ça, c'est dingue. Ouais. Et là, du coup, par rapport au niveau du psy, non, carrément au niveau du psyché, finalement, je comprends mieux en fait. Quel est le rapport avec l'estime de soi et ou la dépression ou toutes les causes habituelles en fait psychologiques ou psychiques qui font que les gens tombent dans ces travers-là? Parce que là, ça part d'un sentiment de vouloir faire du bien à son corps, tu vois, alors que les autres, pas forcément. Donc, du coup, je me pose la question. Oui, effectivement. Ce sont souvent des personnes qui sont... C'est souvent des personnes qui associent ça à des éléments moraux, éthiques, religieux, des personnes qui ont des valeurs très, très proches de la pureté. Et puis, il y a aussi beaucoup de perfectionnisme. Souvent, c'est des personnes qui sont perfectionnistes et le perfectionnisme. Oui, pardon. On sait que le perfectionnisme cache certains troubles, même légers, mais que voilà, c'est pour combler aussi certaines choses. Exactement. Le sentiment. Et là, vu que ça l'excès, voilà, donc ça tombe dans quelque chose de pathologique. Exactement. Voilà, des personnes qui vont être pures, qui vont être propres, mais il y a un sentiment de contrôle, mais rien derrière. Un sentiment de contrôle. Ouais, on revient encore à l'estime de soi. Et puis, sauf si tu as encore de questions sur celui-ci, sur ce trouble-là. Donc, on a aussi le PICA. Donc là, c'est l'injection répétée de substances
dont les qualités nutritives sont complètement nulles et non comestibles, du papier, des éponges, du savon, peinture, métal, argile. Donc voilà, c'est des personnes qui vont ingérer ces choses-là. J'avais vu un reportage quand j'étais jeune, je crois, une jeune fille, la pauvre, qui, si mes souvenirs sont bons, elle mangeait ses cheveux. Ouais. Donc le trouble, là, manger ses cheveux, c'est le piquant. Après, quand ça arrive à moins de 2 ans, le piquet, à ce moment-là, il n'est pas diagnostiqué. Mais quand c'est au-delà de 2 ans, on parle de ce trouble. D'accord. Oui, parce qu'en 2 ans, en fait, tu sais pas bien, voilà, ce qui est comestible ou pas, tu goûtes un peu. Enfin, en plus, on a tendance, je crois, quand on est tout petit, à tout porter à sa bouche, parce que c'est l'un des sens par lequel on découvre finalement les choses. Donc, c'est pas forcément dans une volonté de le manger pour de vrai, mais plus de savoir ce que c'est, quoi, finalement. Exactement. D'accord. Et là, les causes de cette maladie-là, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, là, les causes, c'est des personnes qui, encore une fois, il y a un trouble psychique derrière. C'est des personnes qui cherchent à vouloir sortir de l'ordinaire la plupart du temps, pas tous. C'est des personnes assez extraordinaires. Elles peuvent manger un petit peu de tout. En tout cas, c'est ce que moi je rencontre en général. Et elles vont confondre un petit peu la norme et l'idéal. Et elles peuvent être dans ce trouble. Elles peuvent développer ce trouble-là. Ou ça peut aussi être des personnes qui ne se sentent, comment dire, c'est souvent des personnes qui sont isolées parce que à cause de ce trouble-là, elles vont rester entre elles. Enfin, elles vont rester à la maison, quoi. Elles vont pas trop sortir, etc. Et c'est une manière de combler un vide. Donc on mange ce qu'on trouve, etc. Enfin, tu vois, on mange, mais là, on mange du papier, quoi. Tu vois, c'est quand du même papier, du savon. Voilà, le besoin d'ingérer des choses. C'est aussi des personnes, des fois, qui veulent se faire du mal, qui s'auto-sabotent, qui veulent se mutiler, qui ont l'impression de servir à rien. Ça peut aussi être ça. Est-ce que Fanta, là, dans toutes les maladies, déjà, je te remercie pour. Je crois que c'était le dernier que tu voulais citer. Ou il y en avait encore un? Oui, c'est le dernier. Je te remercie pour ce listing et ces explications très précises. Et du coup, j'ai une question par rapport à tout ça, Fanta. Moi, je me dis, est-ce que finalement, tout ce qu'on vient de voir là, d'une manière directe ou indirecte, est-ce que toutes ces personnes, elles cherchent pas à se punir? Excellente question. Effectivement. C'est des personnes parfois qui cherchent à se punir pour bien souvent. Alors, on revient sur l'une des premières questions que tu m'as posées. Tu m'as dit est-ce que tous ces troubles dont on va parler, ce sont des troubles qui sont liés à, on va dire, à des prédispositions, des prédispositions. Effectivement, c'est des personnes qui quelque part soit il y a un trauma au sein de leur famille, elles sont même pas conscientes. C'est-à-dire qu'il y a un trauma transgénérationnel qui est au-dessus. Donc, elles portent quelque chose de très lourd inconsciemment. Donc, il y a quelque chose qu'elles ne comprennent pas et du coup, elles n'arrivent pas à se sentir complètement à l'aise avec elles-mêmes. Ou bien, c'est des personnes qui ont des troubles au niveau des émotions, qui n'arrivent pas à comprendre leurs émotions. Donc, leur manière de gérer ça va être avec la nourriture. Des personnes qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à communiquer. Donc, elles vont essayer de combler ça avec la nourriture. Donc, il y a l'idée de se punir, mais il y a aussi l'idée de s'en sortir quelque part. C'est-à-dire que chaque symptôme, je ne sais pas ce que tu en penses, Myrène, mais chaque symptôme, c'est une volonté derrière de se sauver. Comme par exemple, quand on est malade et qu'on monte en température, le corps nous signale quelque chose qui ne va pas. Chez ces personnes-là, c'est ces symptômes-là qui vont parler. Donc, il y a l'idée de se punir, mais en même temps, c'est une façon d'appeler au secours. Oui, je comprends. C'est un appel au secours. Oui. Mais, en tout cas, c'est un sujet passionnant. On pourrait y passer des heures. Mais le temps passe. Et du coup, je voulais te demander maintenant, qu'est-ce que tu peux recommander aux personnes qui nous écoutent, qui seraient atteintes d'un de ces troubles ou qui connaîtraient, ou qui ont quelqu'un dans leur entourage qui est atteint d'un de ces troubles. Quelles seraient tes recommandations? D'accord. Alors, juste avant de répondre à cette question, si tu me permets, c'est de parler un petit peu plus de l'estime de soi et de l'image corporelle parce que donc l'image de soi et l'image corporelle, c'est des notions qui sont intimement liées et elles sont très très liées aux troubles du comportement alimentaire. Ça veut dire qu'on est souvent face à des personnes qui ont mal, qui ont un mal-être profond, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, et du coup, elles vont avoir tendance à se juger très sévèrement. Elles vont avoir tendance à se comparer aux autres, à se sentir inadéquates. Elles vont essayer de contrôler une partie de leur vie. Et elles vont chercher à contrôler. Elles recherchent souvent la perfection dans pas mal de domaines de leur vie.
dont leur apparence physique. Il y a une quête de l'idéal derrière qui peut devenir obsessionnelle et mener à ces comportements extrêmes, bien entendu. Et il y a une peur très très profonde chez ces personnes-là. La peur du jugement, la peur des autres et la peur d'elles-mêmes, de leur image. Du coup, je souligne tout ça parce que c'est trop important. Donc, si on... Non, mais merci de le faire parce que moi je pensais qu'on dans les recommandations, enfin pour moi ça faisait aussi partie des recommandations, mais c'est un point à part entière. Tu as tout à fait raison et je te remercie de l'avoir souligné de la sorte parce que c'est bien de pouvoir comprendre aussi et le fait que les gens puissent entendre ces choses-là, ça peut aussi être une aide au déclic finalement de se dire peut-être que je suis dans cette case-là parce qu'effectivement c'est ce que je ressens ou alors s'ils ne s'en rendaient pas compte, donner un début de piste. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, afin de sortir, parce que le TCA, ça peut rapidement se transformer en cercle infernal. Donc, j'ai une mauvaise estime de moi-même. Donc, du coup, ça atteint mon image corporelle. Et du coup, ça va induire les TCA. Et puis, ce trouble va encore plus abîmer mon estime de moi. Je vais encore moins m'aimer. Et ça va accentuer le trouble. Et on est dans ce cercle vicieux. Ah oui, bien sûr. Et ça n'arrête pas, quoi. Oui, effectivement. Donc c'est très, très, très important. Et pour ces personnes-là, bien sûr, je leur conseille de demander de l'aide. De demander de l'aide à leur entourage, à des nutritionnistes, à des psychothérapeutes, des thérapeutes, des psychologues. Même l'activité physique, ça peut beaucoup aider. Et je ne parle pas dans le sens du régime de maigrir, mais le sport, c'est très bon pour la santé. Tout à fait. Parce que la marche pour les personnes qui seraient un peu en surpoids du fait d'une boulimie ou autre, sortir, commencer pas à pas, marcher 10 minutes d'abord, 15 après, etc. Pour que l'effort soit réalisable et pour ne pas justement tomber dans le défaitisme si on n'arrive pas à marcher tout de suite 1 heure ou 10 000 pas. Mais c'est même 10 minutes tous les jours, même 5 minutes. Commencer par 5 minutes, c'est déjà super bien en vérité, et d'en faire une habitude. Et puis quand on est à l'aise avec les 5 minutes, on passe à 10, etc., etc., etc. Et très vite, en quelques semaines, voire quelques mois, selon d'où on part, on peut arriver à marcher vraiment très longtemps et à se sentir bien. Et moi, ce que j'aime dans la marche, c'est que c'est un sport accessible à toute personne, peu importe sa condition physique de départ, puisqu'encore une fois, on peut adapter le temps. Et en plus, j'aurais pas le temps de les développer là, mais on dégage énormément de bienfaits en fait de la marche. Ça apaise, ça calme, ça relève les niveaux des hormones, etc. Et c'est vraiment top, quoi. Je le recommande vraiment aux personnes qui sont pas sportifs dans l'âme, on va dire. C'est le sport doux par excellence, en fait. Effectivement, je te rejoins complètement. Et puis, on dit que c'est le deuxième meilleur antidépresseur naturel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr. Et puis, c'est des personnes aussi que j'invite à développer la méditation, les affirmations positives, d'essayer d'avancer vers l'acceptation tout court de la vie, du corps. Ouais. Et par rapport aux affirmations positives, tu me donnes l'occasion de placer un truc que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, mais qui a fait écho en moi en tout cas. C'est que le cerveau croit tout ce qu'on lui dit. Est-ce que tu confirmes en tant que psychologue, Fanta, cette affirmation ? Bien entendu. C'est ce que on appelle la force de la croyance. Quand on croit à quelque chose, ça nous guide. Et quand on a des fausses croyances sur nous, ces fausses croyances nous guident. Donc effectivement, Myriam. Donc l'importance de notre petite voix intérieure et le poids des mots. Moi, c'est 2 sujets du coup qui me sont venus à l'esprit dès que j'ai entendu cette affirmation. C'est en me disant, mais en fait, du coup, quand ta petite voix intérieure, elle te dit des choses pas très cool sur toi, au bout d'un moment, en fait, tu finis par y croire. Alors que si ta petite voix intérieure, tu la gères un petit peu et que tu lui fais l'exercice tous les jours, pareil comme la marche, tu commences par un mot doux vis-à-vis de toi-même, 2 mots doux, 3 mots doux, et puis ça devient une habitude, sans tomber dans l'excès ostentatoire ou que sais-je, mais juste par rapport à une juste estime de soi. Et du coup, de savoir que, ça, c'est comme la marche en fait, c'est gratuit. Ça prend pas beaucoup de temps et ça fait un bien fou et les résultats en fait ils sont immenses pour le bien-être et l'estime de soi pour chaque personne en fait. Oui, je te rejoins complètement, Myriam, complètement. Ouais. C'est incroyable. On pourrait en faire un podcast. On pourrait en faire un podcast, les poids des mots. Avec plaisir, je te prends au mot. On va prendre sur le sujet, avec grand plaisir. Parce que je t'assure, c'est tellement vrai ce que tu viens de dire là.
Et en fait, enfin, tout ça pour dire que pour les gens qui se sentent un petit peu en détresse sur ces sujets-là, c'est qu'il y a mille et une façons de se faire du bien à soi-même et de commencer à s'aimer en fait, ou en tout cas même si on s'aime déjà, de s'aimer à sa juste valeur et sa propre personne et la personne avec qui on passe toute la seule personne d'ailleurs avec qui on passe toute notre vie. Et je pense que c'est difficile d'aimer les autres à leur juste valeur si déjà on ne sait pas s'apprécier soi-même à sa juste valeur. Et je pense qu'on est soi-même le bien le plus précieux que l'on puisse avoir. Donc encore une fois, sans tomber dans quelque chose d'exagéré, parce que voilà, on s'appelle aussi équilibre, donc ça veut tout dire. C'est pour la juste mesure des choses. Mais il est essentiel en tout cas d'avoir une bonne estime de soi. Et comme je disais, être dans une juste mesure. Voilà, des fois, on a tous des doutes, on a tous des moments où on se sent moins bien dans ses chaussettes que d'autres. Qui plus est, nous les femmes, avec notre cycle hormonal, déjà une fois par mois, on a raison de se sentir moins bien. Si on sait l'expliquer, le conscientiser, on passe mieux cette tempête-là du cycle aussi chaque mois. Mais c'est vrai un peu pour tout. Mais en tout cas, moi, je veux parler de la généralité, parce que le bonheur, Fanta, tu l'expliqueras mieux que moi, il peut pas être intense et permanent du matin au soir tous les jours. Parce que ne serait-ce que parce qu'on saurait plus l'apprécier à sa juste valeur si c'était le cas, mais je crois que de toute façon c'est juste impossible. Mais du coup c'est juste avoir assez d'estime de soi pour savoir apprécier les moments de bonheur quand il y en a, et puis mieux traverser les moments de difficulté et d'épreuve quand il y en a, parce qu'il y en a déjà eu, et puis il y en aura d'autres aussi encore, quoi. Effectivement. Tu l'expliques très bien, Myrène. Tu l'exprimes très bien. Je crois que j'ai eu une personne qui m'est chère, qui m'a aussi beaucoup aidée sur ces sujets-là, n'est-ce pas, Fanta? Merci pour ça. C'est la vérité. Alors, du coup, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose, parce que notre podcast malheureusement prend déjà fin. Est-ce que tu souhaitais ajouter autre chose sur le sujet, quelques derniers conseils, puisque tu as dit le type de personnes vers qui il fallait se tourner, le type de professionnels de santé qui peuvent aider. Tu as souligné nutritionniste, et moi je pense qu'effectivement c'est effectivement un accompagnement qui est nécessaire. Mais est-ce que tu me rejoins pour dire qu'il faut quand même un professionnel de la santé psychique, que ce soit un psychanalyste, un psychologue, un psychiatre, puisque comme ce sont des maladies avant tout mentales, il est essentiel, en plus d'un nutritionniste qui va nous réapprendre à manger, de se faire accompagner aussi sur ces sujets justement d'estime de soi et autres, pour aller chercher finalement et guérir ces maux MAUX que l'on a, que l'on traîne, et qui sont les causes finalement en partie de ces maladies-là. Oui, je te rejoins. J'encourage toutes les personnes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire de se diriger vers des professionnels du psychisme pour se faire accompagner. C'est très, très, très important. Il faut, ces personnes-là, vous avez besoin d'un soutien, de bienveillance, de vous apporter de l'amour, d'apprendre à vous connaître, à vous découvrir, à prendre soin de vous, à vous respecter. C'est trop important. Effectivement. Tout à fait. Myrène. Alors Fanta, avant de te laisser le mot de la fin, je sais que tu as déjà une belle clientèle, patient plutôt, une belle patientèle, je crois que ça se dit aussi, et tu es très prise, mais si malgré tout quelqu'un se disait moi je sais, ok, ça a fait tilt dans ma tête, mais moi je veux me faire suivre que par cette personne qui s'appelle Fanta, qui a fait ce magnifique podcast, comment peuvent te joindre les personnes qui le souhaitent? Alors, les personnes qui le souhaitent peuvent me retrouver sur Doctolib, donc psychologue.dibassi, ça c'est mon adresse Gmail, donc on peut aussi m'écrire sur psychologue.dibassi@gmail.com, ou trouver mon profil sur Doctolib, Fanta Dibassi, et puis voilà, je réponds toujours, même quand je ne peux pas recevoir, j'essaye au maximum d'orienter. Je confirme. Et on le mettra de toute façon en description pour les personnes qui sont intéressées. Merci beaucoup. Fanta, je te laisse donner un mot de la fin. D'accord. Alors, peut-être quelques conseils en plus pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souffrent peut-être de ce trouble, ou qui connaissent des personnes qui souffrent de ce trouble-là. Donc, voilà, je vous dis, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, il y a énormément de personnes qui souffrent et qui ont réussi à s'en sortir. La guérison est possible. Et vous avez le droit
d'être heureux, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé. Et le chemin de la guérison est unique pour chacun. Donc, n'allez pas sur Internet vous comparer à toutes les personnes qui peuvent vous raconter pas mal de choses. Ayez confiance en vous, trouvez quelqu'un qui puisse avoir confiance en vous et vous permettre de vous aimer dans toute votre globalité. Merci Fanta pour ce message rempli d'espoir, qui je l'espère fera écho à toute personne et fera du bien finalement à toute personne qui aura besoin de l'entendre à ce moment-là. Fanta, je te remercie. Ce fut un plaisir de t'avoir sur notre podcast Équilibre. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie autour d'un sujet passionnant. Et j'espère que ce podcast sera profitable pour les personnes qui l'écouteront. Merci beaucoup, Mehen. Le plaisir a été partagé et j'espère qu'on pourra renouveler. Avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt, Fanta. À bientôt. Hop. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. C'était Mylène et Mariam avec Équilibre. Nous te remercions d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager à ton entourage et à laisser en commentaire les différents thèmes que tu aimerais nous voir aborder. Prends soin de toi et à bientôt sur Équilibre où la santé et le bien-être des femmes sont au cœur de chaque épisode.